Mon mari a demandé le divorce à mes 68 ans. Je prends tout, la maison, la voiture, les comptes. Mon avocat a crié «Défendez-vous», mais j'ai calmement signé tous les papiers. Il a célébré pendant 2 semaines jusqu'à ce qu'un matin, quelqu'un s'approche de la porte d'entrée. Bonjour, chers auditeurs. C'est encore Clara. Je suis heureuse que vous soyez là avec moi. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et écoutez mon histoire jusqu'à la fin et dites-moi de quelle ville vous m'écoutez. Ainsi, je pourrai voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Pendant 43 ans, j'ai cru connaître mon mari. Nous avons construit notre vie ensemble, brique par brique. Une modeste maison à 2 étages dans la banlieue de Lyon. 2 enfants adultes, 3 petits-enfants, et ce que je pensais être un fondement de confiance inébranlable. À 68 ans, j'avais mérité mes cheveux gris et le droit de profiter de ma retraite en paix. Du moins, c'est ce que je pensais. La première fissure est apparue un mardi matin de mars. Richard est descendu pour le petit déjeuner en portant de l'eau de Cologne. De tout notre mariage, cet homme n'avait jamais mis d'eau de Cologne pour aller à son cabinet d'expertise comptable. Réunion client, a-t-il marmonné, évitant mon regard en attrapant sa mallette. Quelque chose s'est tordu dans mon estomac, mais je l'ai repoussé. Après 4 décennies ensemble, j'étais sûrement paranoïaque. Mais les signes se sont multipliés comme de la mauvaise herbe. Des appels tardifs qu'il prenait dans le garage. Des tournois de golf le week-end qui le laissaient avec des coups de soleil à des endroits étranges. Son bras gauche bronzé, son droit pâle. Des reçus de restaurants où je n'étais jamais allé négligemment rangés dans ses poches. Quand je lui posais des questions, il soupirait lourdement, comme si j'étais déraisonnable. Dîners d'affaires, Marguerite, tu ne comprendrais pas. Je comprenais plus qu'il ne le réalisait. Je gérais nos finances familiales depuis des années, pendant qu'il gravissait les échelons. Je connaissais chaque compte, chaque investissement, chaque actif que nous possédions, et je commençais à remarquer des anomalies. Puis sont venues les fleurs. Pas pour moi. Plus jamais pour moi. Mais je le surprenais au téléphone baissant la voix. Oui, des roses, les rouges, tu sais lesquelles. La tendresse dans son ton était un couteau entre mes côtes. Quand m'avait-il parlé de cette façon pour la dernière fois, j'aurais pu le confronter alors. Une partie de moi le voulait, mais quelque chose me retenait. Un instinct aiguisé par des années d'observation, d'attente, de gestion. J'avais toujours été la personne stable, la planificatrice. Pendant que Richard courait après les promotions et les éloges, j'avais fait tourner notre famille et maintenu notre maison debout. Je n'allais pas agir sans savoir exactement à quoi j'avais affaire. Alors, j'ai commencé à prêter plus d'attention. J'ai remarqué la façon dont il inclinait son téléphone en envoyant des SMS. Les dépenses mystérieuses sur notre carte de crédit, des bijouteries, des hôtels de charme, du vin cher, toujours avec une remise en espèces, comme s'il essayait de cacher les montants. Me croyait-il aveugle ou simplement stupide? Le point de rupture est arrivé un jeudi soir de début mai. J'avais préparé son dîner préféré, un bœuf bourguignon avec des carottes et des pommes de terre, comme sa mère le faisait. Il y a à peine touché, poussant la nourriture dans son assiette, comme un adolescent maussade. Marguerite, dit-il enfin, posant sa fourchette avec un bruit sec et décidé. Il faut qu'on parle. Combien dit. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé une voix stable. À propos de quoi, mon chéri? Il ne pouvait même pas me regarder. 43 ans de mariage, et le lâche ne pouvait pas croiser mon regard.
Je veux divorcer. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. J'avais su d'une manière ou d'une autre que cela allait arriver, mais l'entendre était toujours comme un coup physique. Je vois, dis-je doucement, et puis-je demandai pourquoi. Nous nous sommes éloignés. Mon discours préparé sans aucun doute répété devant le miroir de sa salle de bain, ou peut-être chuchoté à l'oreille d'une autre femme. Et nous voulons des choses différentes maintenant. J'ai besoin d'espace pour me trouver. Se trouver. À 71 ans, Richard allait se trouver. Je veux que ce soit facile, continua-t-il sa voix prenant ce ton condescendant que j'avais appris à détester. J'ai déjà consulté un avocat. Je suis prêt à être généreux. 6. Le mot me donnait envie de rire ou de crier. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Je prendrai la maison, dit-il, énumérant les articles sur ses doigts, comme s'il lisait une liste de courses. La voiture, la BM. Évidemment, les comptes d'épargne, le portefeuille d'investissement. Tu peux garder tes bijoux et tes effets personnels. Bien sûr, bien sûr. Quelle magnanimité. Et la maison au bord du lac, demandai-je ma voix à peine un murmure. Ça aussi. C'est à mon nom, après tout. Tout était à son nom. Je ne l'avais jamais remis en question auparavant. Pourquoi l'aurais-je fait? Nous étions partenaires. Nous étions censés être une équipe. J'ai déjà fait rédiger les papiers, dit Richard en faisant glisser un dossier sur la table. Mon avocat dit que c'est juste. Plus que juste, en fait. Tu devrais probablement les faire examiner par ton propre avocat. Mais Marguerite, il a finalement croisé mon regard, et ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. Rien. Pas d'amour, pas de regret, pas de reconnaissance de la vie que nous avions partagée. Ne te bats pas là-dessus. Ça ne fera qu'enlaidir les choses. Était-ce une menace de la part de l'homme qui avait promis de m'aimer dans la maladie et dans la santé jusqu'à ce que la mort nous sépare? J'ai baissé les yeux sur le dossier, mes mains tremblant légèrement. À l'intérieur se trouvaient que les papiers qui effaceraient 43 ans comme s'ils n'avaient jamais existé. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je. Richard haussa les épaules. Prends une semaine, mais Marguerite, je ne changerai pas d'avis. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise à la table de la cuisine, le dossier non ouvert devant moi, et j'ai fait l'inventaire de ma vie. 43 ans de mariage. 2 enfants que j'avais élevés en grande partie seuls, pendant que Richard construisait sa carrière. Une maison que j'avais nettoyée, décorée et entretenue. Des repas que j'avais cuisinés. Des vacances que j'avais orchestrées. La longue maladie de sa mère que j'avais gérée assise à son chevet, quand il était trop occupé par le travail, le sacrifice de ma propre carrière d'enseignante pour qu'il puisse accepter cette mutation à Strasbourg. Qu'avais-je à montrer pour tout cela? Légalement, apparemment rien. Tout était au nom de Richard. La maison, les voitures, les investissements. Même la maison au bord du lac que nous avions achetée ensemble il y a 15 ans. Je n'avais jamais pris la peine de vérifier quel nom était sur l'acte de propriété. Pourquoi l'aurais-je fait? Nous étions mariés. Nous étions censés être partenaires. J'avais été si sotte. La peur venait par vagues. À 68 ans, qu'étais-je censé faire? Recommencer trouver un appartement.
vivre des miettes que Richard déciderait de me jeter. Ma retraite couvrirait à peine le loyer sans parler de tout le reste. Je n'avais pas de carrière à reprendre, pas de revenus indépendants. Je m'étais rendue complètement dépendante d'un homme qui me jetait maintenant comme le journal d'hier. Mes mains tremblaient quand j'ai finalement ouvert le dossier. Le langage juridique était dense, délibérément déroutant, mais l'essentiel était clair. Richard obtenait tout. Je recevrais une petite allocation mensuelle à peine de quoi survivre, et c'était tout. 43 ans réduits à une aumône. Je devrais appeler un avocat, pensais-je. Me battre contre ça. Mais même cette pensée m'épuisait. Les batailles juridiques coûtaient de l'argent que je n'avais pas, et l'avocat de Richard serait de premier ordre cher. Il m'enterrerait sous la paperasse et les frais jusqu'à ce que je n'aie d'autre choix que d'accepter les miettes qu'il offrait à moins que... Je me suis redressé une idée commençant à se former. Richard pensait que j'étais impuissante. Il pensait que j'étais juste la petite femme au foyer qui ne comprenait rien aux affaires. Il avait été condescendant avec moi pendant des années, rejetant mes opinions, me tapotant la main comme si j'étais une enfant. Mais il avait oublié quelque chose de crucial. Je n'étais pas stupide. Et je n'avais pas passé 43 ans à gérer un ménage sans apprendre à planifier, à élaborer des stratégies et à exécuter. Le lendemain matin, j'ai appelé ma fille Juliette. Maman, répondit-elle surprise. Nous nous étions éloignés au fil des ans. Ma faute autant que la sienne. Est-ce que tout va bien? Ton père veut divorcer, dis-je simplement. Silence. Puis, quoi, maman? Non, il ne ferait pas ça. Il l'a fait. Juliette, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête. Ton père t'a-t-il semblé différent dernièrement quand tu lui as parlé? Une autre pause. Il t'a été bizarre, admit-elle finalement, distrait. Et il y avait cette femme à sa fête de bureau le mois dernier. Je n'y ai rien pensé à l'époque. Elle lui dit: Jeune Pieux, tu as 35 ans. Elle n'arrêtait pas de lui toucher le bras de rire à tout ce qu'il disait. Il la présentait comme son associé, mais maman, la façon dont ils se regardaient, c'était là la confirmation de ce que je savais déjà. Une partie de moi avait espéré que j'avais tort, que peut-être il s'agissait vraiment de Richard se trouvant lui-même, ou de n'importe quelle autre absurdité de crise de la quarantaine qu'il m'avait servi. Mais non, il y avait une autre femme. Bien sûr qu'il y en avait une. Maman, la voix de Juliette se brisa. Qu'est-ce que tu vas faire? Bonne question. Qu'est-ce que j'allais faire? Je vais être intelligente à ce sujet, dis-je surprise par l'acier dans ma propre voix. Juliette, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Ne dis pas à ton père que nous avons parlé. Ne lui dis rien. Peux-tu faire ça? Bien sûr. Mais... Et j'ai besoin du nom d'un bon avocat, pas un avocat spécialisé en divorce. Pas encore. Quelqu'un qui est spécialisé dans les enquêtes financières. Peux-tu trouver ça pour moi? Des enquêtes financières. Maman, qu'est-ce que tu prépares? J'ai regardé les papiers de divorce étalés sur ma table de cuisine, la maison que j'avais transformée en foyer, la vie que j'avais construite seulement pour me la faire voler sous mon nez. Je prépare, dis-je lentement, à découvrir exactement ce que ton père a caché. Parce que Juliette, en 43 ans de mariage, j'ai appris une chose. Quand un homme veut soudainement partir avec tout, c'est parce qu'il a peur de quelque chose. Et je vais découvrir quoi. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans la cuisine silencieuse,
et je me suis laissé ressentir. La peur, la colère, le chagrin. Je me suis accordé exactement 10 minutes pour pleurer. Puis j'ai séché mes yeux, fait une cafetière de café fort et me suis mise au travail. Juliette a rappelé dans les 2 heures avec un nom. Antoine Martin, un expert comptable judiciaire qui avait aidé une de ses amies lors d'une dissolution de partenariat commercial compliqué. Il est cher, maman, a-t-elle prévenu. Il dit, bon. J'ai utilisé l'argent de mon compte personnel, celui que Richard m'avait laissé pour les dépenses ménagères et pour payer la consultation. Le bureau de Monsieur Martin était dans le centre de Lyon, un gratte-ciel élégant qui me faisait me sentir petite et vieille. Mais quand il m'a serré la main, ses yeux étaient bienveillants. C'est Madame Bernard, dit-il en m'indiquant une chaise. Racontez-moi tout. J'ai Gleivet. La demande de divorce soudaine les papiers, donnant tout à Richard, mes soupçons sur une autre femme. Quand j'ai mentionné les anomalies financières que j'avais remarquées, il s'est penché en avant intéressé. Avez-vous accès aux relevés bancaires, aux relevés de carte de crédit? Je gère notre compte commun, dis-je. Mais Richard a plusieurs comptes auxquels je n'ai pas un accès direct. Je vois juste les virements quand il déplace de l'argent. C'est suffisant pour commencer. Le sourire de M. Martin était vif. Madame Bernard, avant d'aller plus loin, je dois être honnête avec vous. Si votre mari cache des actifs ou se livre à des malversations financières, trouver des preuves prendra du temps, et cela pourrait devenir inconfortable. Il remarquera que vous cherchez. Êtes-vous prête pour cela? L'étais-je. J'ai pensé aux yeux froids de Richard, de l'autre côté de la table, à son ton dédaigneux, à la façon dont il m'avait déjà rayé de sa vie. Oui, dis-je, je suis prête. Il dit, la semaine suivante, je suis devenue une espionne dans ma propre maison. J'ai photographié chaque document que je pouvais trouver dans le bureau de Richard. Relevés bancaires, dossiers d'investissement reçus. J'ai créé une nouvelle adresse e-mail que Richard ne connaissait pas et j'ai tout transmis à Monsieur Martin. Je me sentais comme une criminelle en me faufilant dans ma propre maison, mais l'alternative était d'accepter la défaite et je n'étais pas prête à le faire. Richard a remarqué le changement. Comment aurait-il pu ne pas le faire? J'avais cessé de lui demander comment s'était passée sa journée, cessé d'essayer de faire la conversation. J'étais polie mais distante, jouant le rôle de l'épouse vaincue. As-tu pensé au papier? A-t-il demandé un soir, son ton faussement décontracté. Je considère toujours mes options, ai-je répondu. Sa mâchoire s'est crispée. Marguerite, faire traîner les choses ne changera rien. J'ai été très généreux. La Tuntia, les mots m'ont échappé avant que je puisse les arrêter. Les yeux de Richard se sont rétrécis. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, dis-je rapidement. Je veux juste m'assurer de tout comprendre avant de signer. Il n'y a rien à comprendre, c'est simple. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix maintenant, de la méfiance. Il se demandait ce que je tramais. Bien, laisse-le se demander. 2 jours plus tard, M. Martin a appelé. Madame Bernard, j'ai besoin que vous veniez à mon bureau. Nous devons parler. Le trajet vers le centre-ville m'a semblé interminable. Quand je suis arrivée, l'expression de M. Martin était grave. J'ai trouvé quelque chose, dit-il en étalant des documents sur son bureau. Plusieurs choses, en fait. Madame Bernard, votre mari, a-t-il déjà mentionné une société appelée Consultant Horizon,
J'ai froncé les sourcils. Non. Pourquoi? Parce qu'il en est le propriétaire. Il l'a enregistré il y a 3 ans. Selon ses dossiers, Consultant Horizon a reçu des paiements du cabinet de votre mari. Des paiements qui ressemblent étrangement à des rétrocommissions pour orienter les clients vers des fournisseurs privilégiés. Mon estomac s'est noué. C'est illégal. Très. Et il y a plus. Votre mari a systématiquement déplacé de l'argent de vos actifs communs vers des comptes au nom de Horizon. Au cours de la dernière année seulement, il a transféré près de 200 000 euros. 200 000. J'avais le vertige. Il prépare ce divorce depuis un certain temps, a poursuivi M. Martin, cachant les biens matrimoniaux, créant une trace écrite qui le fait paraître beaucoup moins riche qu'il ne l'est en réalité. Quand vous signerez ces papiers de divorce, vous renoncerez à votre droit à l'argent qui est légalement à moitié à vous. Pouvons-nous le prouver? Ma voix semblait étrange, distante. Nous le pouvons, mais Madame Bernard, si nous exposons cela, nous ne parlons pas seulement du tribunal des affaires familiales. C'est de la fraude, potentiellement une fraude criminelle. Votre mari pourrait faire face à de graves conséquences. Êtes-vous prête pour cela? J'ai pensé à la femme à la fête du bureau de Richard, lui touchant le bras. L'eau de Cologne, les nuits tardives. 43 ans de ma vie qu'il essayait d'effacer. Oui, dis-je, je suis prête. Ce soir-là, Richard est rentré tard sentant un parfum qui n'était pas le mien. Il m'a trouvé dans le salon les papiers de divorce sur la table basse. Enfin prête à signer, a-t-il demandé souriant vraiment. J'ai levé les yeux vers lui, cet étranger portant le visage de mon mari, et j'ai souri en retour. En fait, dis-je doucement, j'ai quelques questions d'abord sur Consultant Horizon. La couleur a quitté son visage. Comment sais-tu? Il s'est arrêté, s'est ressaisi. C'est juste une petite entreprise. Rien à voir avec le divorce. Prince. J'ai gardé ma voix légère, innocente, parce qu'il semble que beaucoup de notre argent y soit allé dernièrement. Le masque de Richard est tombé. Pendant un instant, j'ai vu la peur traverser son visage, puis la colère l'a remplacé. Tu as fouiné. Sa voix était dure, maintenant menaçante. Tu as fouillé dans mes papiers privés. Nos papiers? Ai-je corrigé doucement. Nous sommes toujours mariés, Richard. Le régime de la communauté de biens, tu te souviens. Il a fait un pas vers moi, et je me suis forcée à ne pas broncher. Marguerite, dit-il, tu fais une erreur, une grosse erreur. Signe les papiers, accepte l'accord que je t'offre. Ne rends pas les choses plus laides. Ou quoi? Demandai-je. Il n'a pas répondu. Mais le regard dans ses yeux m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. La guerre avait commencé. Le lendemain matin, j'ai moi-même demandé le divorce, non pas selon les termes de Richard, mais avec ma propre avocate, une femme vive nommée Maître Patricia Moreau, spécialisée dans les divorces complexes, avec des enjeux financiers importants. Quand les papiers ont été signifiés à Richard à son bureau, j'étais au bureau de monsieur Martin en train de signer des documents qui gèleraient tous les comptes communs et déposeraient des plaintes formelles concernant les irrégularités de Consultants Horizon. Richard est rentré ce soir-là comme un orage. Il n'a pas frappé, n'a pas appelé. Il a juste claqué la porte si fort que les fenêtres ont tremblé. « Mais qu'est-ce que tu crois faire, bon sang ?» a-t-il crié, entrant en trombe dans la cuisine où je préparais calmement le dîner. « Je me prépare une salade, dis-je. En veux-tu une?
Ne joue pas avec moi, Marguerite. Son visage était rouge, une veine palpitant sur son front. Tu as gelé les comptes. Tu as déposé des plaintes auprès de mon cabinet. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? J'ai une très bonne idée. J'ai posé mon couteau et me suis tournée pour lui faire face. J'ai protégé ce qui est légalement à moi, ce qui est légalement à nous. Il n'y a plus de nous. Il criait maintenant complètement hors de contrôle. Je divorce de toi. Ces comptes, cet argent, c'est à moi. Je l'ai gagné. Nous laisserons le tribunal en décider. Chiromné. Instant. J'ai cru qu'il allait me frapper son poing serré, tout son corps tremblant de rage. Mais il s'est retenu, a fait un pas en arrière. Tu vas le regretter, dit-il, sa voix baissant à quelque chose de plus calme et de bien plus dangereux. J'ai des avocats, Marguerite. Des bons. Ils te feront traîner en justice pendant des années. Tu dépenseras chaque centime que tu as à me combattre et tu perdras quand même. Il dit... Ou peut-être que le tribunal sera très intéressé de savoir où 200 000 € d'actifs matrimoniaux ont disparu. Tu te sens justice. Tu ne peux rien prouver. Vraiment. J'ai souri. Richard, je gère les finances de la maison depuis 43 ans. Pensais-tu vraiment que je ne remarquerais pas les schémas, les transferts, la fausse société de conseil? Avant qu'il ne puisse répondre, on a sonné à la porte. La tête de Richard s'est tournée brusquement vers le son. Tu attends quelqu'un? Demandai-je innocemment. Je savais déjà qui c'était. J'avais vu sa voiture arriver, une BMW rouge tape à l'œil et neuve. Comme Richard ne bougeait pas, je suis allée à la porte et je l'ai ouverte moi-même. Elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé. Pas 35 ans comme Juliette l'avait deviné, mais peut-être 40. Blonde, soigneusement maquillée, portant une robe qui coûtait plus que mon budget d'épicerie mensuel. Elle m'a regardée avec un mélange de pitié et de mépris. Vous devez être Marguerite, dit-elle. Je suis Vanessa Dubois, une amie de Richard. Amie, répétai-je. Comme c'est gentil. Entrez, s'il vous plaît. Je préparais juste le dîner. Il y en a assez. Vanessa a regardé par-dessus mon épaule vers Richard, la confusion traversant son visage. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Clairement, la femme trompée était censée pleurer, crier, s'effondrer. Marguerite, commença Richard, mais je l'ai interrompu. Non, non, laissez-la entrer. Je pense qu'il est temps que nous ayons tous une discussion, n'est-ce pas? Vanessa est entrée, ses talons claquant sur le parquet que j'avais poli la veille. Elle s'est placée à côté de Richard Territorial, marquant son territoire. Richard m'a dit que vous étiez difficile au sujet du divorce, dit-elle, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Je voulais venir ici, de femme à femme, pour vous aider à comprendre. C'est pour le mieux. Vous et Richard, vous êtes éloignés. Vous pouvez sûrement le voir. Ce que je peux voir, dis-je calmement, c'est que mon mari a détourné de l'argent de son cabinet et caché des biens matrimoniaux pour financer sa crise de la quarantaine. Ce que je peux voir, c'est que vous êtes complice de fraude. La question, étiez-vous au courant des crimes financiers ou profitiez-vous simplement des dîners coûteux et des bijoux? Le visage de Vanessa est devenu blanc. Quoi, je ne... Le collier que vous portez, continuai-je. Cartier, si je ne me trompe pas, acheté il y a 4 mois,
avec de l'argent de Consultants Horizon qui est financé par l'argent que Richard a volé de notre mariage et peut-être de son employeur. Cela fait de vous techniquement en possession de biens volés. Vous êtes bien folle? Fentista. Mais sa main est allée à sa gorge, touchant les diamants. Le suis-je? Nous verrons ce que les autorités diront. Richard a attrapé le bras de Vanessa. Nous partons maintenant. Excellente idée, dis-je. Oh, et Richard, les serrures seront changées demain. C'est aussi ma maison et je ne me sens pas en sécurité avec vous ici. Mon avocate dépose une ordonnance de protection. Si vous avez besoin de vos affaires, elle organisera une visite supervisée. Tu ne peux pas faire ça. En fait, je peux. Consulte tes avocats hors de prix. J'ai tenu la porte ouverte. Au revoir, Richard. Vanessa. Ils sont partis les talons de Vanessa, claquant frénétiquement les malédictions de Richard, flottant dans l'air du soir. J'ai fermé la porte, l'ai verrouillée et me suis appuyée contre elle. Puis enfin, je me suis laissé trembler. Les 3 jours suivants furent un flou. J'ai changé les serrures. J'ai déposé l'ordonnance de protection. J'ai déménagé dans la chambre d'amis et j'ai à peine dormi, sursautant à chaque bruit. L'avocate de Richard a envoyé des lettres de menaces. Vanessa a laissé des messages vocaux méchants me traitant d'amère, de pathétique, de vieille femme triste s'accrochant à un mariage mort. Peut-être que j'étais tout ça, mais je n'allais pas abandonner. Le 4e jour, Juliette est venue avec des courses et de la soupe. Maman, dit-elle en me prenant dans ses bras. Tu dois te reposer. Tu as l'air épuisée. Elle avait raison. Je fonctionnais à vide. Adrénaline café et pure obstination. Prends quelques jours, a-t-elle insisté. Laisse les avocats s'en occuper. Tu en as assez fait. J'ai dormi, j'ai mangé, je me suis assise dans mon jardin et j'ai regardé les oiseaux, essayant de ne pas penser à Richard, à Vanessa ou à la bataille à venir. J'avais besoin de reprendre des forces, car je savais que ce n'était pas fini, loin de là. L'appel est arrivé un mardi matin ensoleillé. J'étais dans le jardin à couper les roses fanées quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Bonjour Marguerite, une voix de femme douce et professionnelle. C'est Diane Fournier. Je suis l'avocate de Richard. Je me suis immédiatement redressée sur mes gardes. J'ai une avocate, maître Fournier. Vous devriez parler avec elle. Bien sûr, bien sûr. Je pensais juste que nous pourrions avoir une conversation de femme à femme. Officieusement. Rien n'était jamais officieux avec les avocats. Je vous écoute. Richard se sent très mal de la façon dont les choses ont dégénéré, dit-elle, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. L'ordonnance de protection, les comptes gelés, tout est devenu si laid. Il veut arranger les choses. Vraiment. Il est prêt à offrir un arrangement beaucoup plus généreux, la maison, par exemple. Il est prêt à vous laisser y rester jusqu'à 1 an pendant que vous organisez vos prochaines étapes. Et il augmentera considérablement le soutien mensuel. Tout ce que vous avez à faire est de retirer les plaintes pour fraude et de signer l'accord révisé. C'était là. L'appât, la tentation. 1 an dans ma maison, plus d'argent, la fin du stress, des nuits blanches et de la peur constante. Tout ce que j'avais à faire était de laisser Richard s'en tirer après m'avoir volé, moi, son entreprise.
tous ceux qui lui avaient fait confiance. C'est très généreux, dis-je prudemment. N'est-ce n'est-ce pas, Marguerite, entre vous et moi se battre ne vous fera que du mal. Richard a des ressources. Il peut faire traîner ça pendant des années. Les frais de justice à eux seuls vous ruineront. Pourquoi ne pas accepter la victoire et continuer votre vie? J'y réfléchirai, dis-je. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Cette offre expire vendredi. Après qu'elle a raccroché, je suis restée dans mon jardin sécateur en main et j'ai senti l'attrait. La voie facile, le chemin de moindre résistance. Puis j'ai pensé au visage suffisant de Vanessa, aux yeux froids de Richard, à la façon dont il avait nonchalamment prévu de me laisser sans rien après 43 ans. J'ai appelé Maître Moreau. Ils essaient de régler à l'amiable, lui ai-je dit, avec des conditions. Laissez-moi deviner. Ils veulent que vous abandonniez l'enquête pour fraude. Comment le saviez-vous? Parce que Richard a peur, Marguerite. Vraiment peur. Son cabinet a commencé sa propre enquête interne. Si vous retirez votre plainte, tout disparaît tranquillement. C'est de ça qu'il s'agit. Et si je ne la retire pas? Une pause. Alors ça devient plus compliqué, plus laid. Mais vous les avez sur la défensive. C'est bien. Ce soir-là, Juliette est venue avec des plats à emporter. Mais elle n'était pas seule. Mon fils Marc était avec elle. Je ne l'avais pas vu depuis des mois. Il vivait à Londres, travaillait dans la tech, rentrait rarement. Salut maman. Il a dit, me serrant fort dans ses bras. Juliette m'a raconté ce qui se passe. J'ai pris un avion. Chose dans ma poitrine s'est fissurée. Tu n'avais pas à le faire. Je le devais. Papa se comporte comme un con et tu as besoin de soutien. Pendant le dîner, je leur ai tout raconté. La fraude, l'argent caché. Vanessa les menace. Ils ont écouté leur visage s'assombrissant. Il ne s'en sortira pas comme ça, dit Marc fermement. Maman, tout ce dont tu as besoin, avocats, argent, un endroit où rester si ça en arrive là. Nous sommes chez la et j'ai une amie qui est analyste financière, ajouta Juliette. Je lui ai déjà demandé de regarder les documents que tu as donnés à Monsieur Martin. Elle dit que le dossier est solide. Et tu l'avais parlé à quelqu'un, quelqu'un de confiance. Maman, tu ne peux pas faire ça toute seule. Laisse-nous t'aider. Cette nuit-là, après leur départ, je me suis assise dans ma maison silencieuse et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. L'espoir. Pas parce que je pensais que ce serait facile, mais parce que je n'étais plus seule. Le lendemain, l'avocate de Richard a rappelé. Madame Bernard, avez-vous eu l'occasion d'examiner notre offre? Oui, dis-je, et la réponse est non. Silence. Puis, Marguerite. Je vous conseille vivement de reconsidérer. Cela ne se terminera pas bien pour vous. Peut-être pas, mais ça ne se terminera pas bien pour Richard non plus. Vous faites une erreur. C'est mon choix. J'ai gardé ma voix stable, calme, sans colère, sans peur. Y a-t-il autre chose, maître Fournier? Elle a raccroché sans un mot de plus. 2 jours plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Vous auriez dû accepter l'accord. Vous le regretterez. Ça devait être elle. Je l'ai montré à Patricia qui l'a immédiatement classée comme preuve de harcèlement. Ils le sont secoués, dit-elle avec satisfaction.
Bien, laissez-les transpirer. Mais je savais que ce n'était que le début. Richard et Vanessa se regroupaient, observaient, planifiaient leur prochain coup. Très bien, laissez-les planifier. J'avais mes propres plans. Ce dimanche-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allée à l'église, pas exactement pour la religion, mais pour la communauté. Je me suis assise au dernier rang et j'ai écouté le sermon sur la résilience et la foi. Et après 3 femmes différentes sont venues me demander comment j'allais. Les nouvelles vont vite dans les petites communautés. Elles savaient pour le divorce. Certaines me regardaient avec pitié, mais d'autres, celles qui avaient mené leur propre bataille, me regardaient avec compréhension. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Marguerite, tu appelles, a dit Ruth Durand en me serrant la main. Elle avait divorcé de son propre mari infidèle il y a 20 ans. Ne les laisse pas te broyer. Je ne ferai pas. J'en avais fini d'être broyée. Ils sont venus un mercredi soir, alors que le crépuscule s'installait sur le quartier. Je lisais dans le salon quand j'ai entendu frapper doucement, presque en s'excusant. À travers le Judas, j'ai vu Richard seul cette fois, ou du moins il semblait. Il portait son visage sincère, celui qu'il utilisait pour s'excuser d'avoir manqué un dîner ou oublié un anniversaire. J'ai ouvert la porte, mais j'ai gardé la chaîne. Richard. Marguerite. Il a essayé de sourire. On peut parler, s'il te plaît. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais 5 minutes, c'est tout. Chaque instinct me criait de ne pas le laisser entrer, mais la curiosité l'a emporté. Je voulais voir à quel jeu il jouait maintenant. J'ai déverrouillé la chaîne. Il est entré et j'ai vu le flash d'un mouvement derrière lui. Vanessa sortant de là où elle se tenait juste hors de vue. Bien sûr, ils avaient prévu cela ensemble. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Demandai-je, ma voix froide. Nous voulions tous les deux te parler, dit Richard, son ton apaisant. Marguerite, nous avons tous dit des choses sous le coup de la colère, fait des choses. Mais ça ne doit pas être comme ça. Nous pouvons mettre fin à cela civilement. Vanessa s'est placée à son côté et j'ai vu quelque chose que j'avais manqué auparavant, une bague à sa main gauche. Grosse, ostentatoire. Une bague de fiançailles. Vous êtes fiancés, dis-je platement. Oui. Vanessa a levé le menton. Richard et moi allons nous marier dès que le divorce sera finalisé. Comme c'est charmant. Félicitations pour votre fiancé l'escroc. La mâchoire de Richard s'est crispée. Je ne suis pas un escroc. C'est ridicule. Marguerite, tu te ridiculises avec ces accusations. Mon cabinet a enquêté et n'a rien trouvé d'anormal. Parce que vous n'avez pas encore été attrapé. Toi. La voix de Vanessa était montée stridente. Céline, tu es une vieille femme amère qui ne peut pas accepter d'être remplacée. Richard a essayé d'être gentil, de te donner une sortie digne, et tu as transformé ça en cirque. Digne. J'ai ri. Prendre tout ce que j'ai passé 43 ans à construire est digne. Tonhutaï, tu n'as rien construit, a lâché Vanessa. Richard l'a fait. Sa carrière, son argent, son succès. Tu étais juste là, cuisinant les repas et pliant le linge. N'importe qui aurait pu le faire. Les mots étaient conçus pour blesser et ils l'ont fait, mais je m'y attendais. C'est ce que vous pensez.
demandai-je doucement. Qu'élever des enfants, gérer une maison, soutenir un conjoint, ce n'est rien. Ce n'est pas rien, intervint Richard, essayant de reprendre le contrôle de la conversation. Vanessa ne voulait pas. Je voulais dire exactement ce que j'ai dit. Le masque de Vanessa était complètement tombé maintenant. Je pouvais voir le mépris dans ses yeux, le triomphe. Elle pensait qu'elle avait gagné. Tu es pathétique, Marguerite. Tu t'accroches à un homme qui ne veut plus de toi. Tu inventes des mensonges sur la fraude et le vol parce que tu ne peux pas accepter la vérité. Richard t'a dépassé. Tu es du passé, un modèle d'hier. Et vous êtes ce quoi la nouvelle de demain? J'ai gardé ma voix égale. Dites-moi, Vanessa. Richard sait-il que vous étiez mariée quand vous avez commencé votre liaison ou que votre divorce de votre dernier mari impliquait des accusations d'irrégularité financière? Son visage est devenu blanc. Comment avez-vous... J'ai fait mes devoirs. J'ai regardé Richard. T'a-t-elle dit qu'elle a un schéma, 3 relations précédentes avec des hommes mariés et riches? Que son vrai nom n'est pas Vanessa Dubois, mais Valérie Kim, qu'elle l'a changé après que la femme de son dernier petit ami l'ait poursuivie en justice. C'est un mensonge, a hurlé Vanessa. Richard, elle invente tout ça. Mais Richard la regardait avec de nouveaux yeux. Incertitude, doute. J'ai pressé mon avantage. J'ai les dossiers du tribunal, Richard. Sa véritable identité, son histoire. C'est une arnaqueuse et tu es sa proie. Toi, siffla Vanessa, se jetant sur moi. Richard a attrapé son bras. Vanessa, arrête. Elle ment. Peut-être. La voix de Richard était froide maintenant. Mais peut-être pas. Nous en discuterons plus tard. Le site tournait vers moi et j'ai vu le calcul dans ses yeux. Il ne s'agissait pas de réconciliation. Ça ne l'avait jamais été. Ils étaient venus pour m'intimider, pour me briser, pour me forcer à la soumission. Mais ça n'avait pas marché. Dernière chance, Marguerite, a dit Richard. Retire les plaintes pour fraude. Accepte l'arrangement. Pars avant que ça ne nous détruise tous les deux. Ou quoi? Demandai-je. Ou je m'assurerai que tu perdes tout la maison, l'argent, ta réputation. Je traînerai ton nom dans la boue jusqu'à ce que personne dans cette ville ne te regarde. Je forcerai tes enfants à choisir un camp. Sortez. Ma voix était calme mais ferme. Ils m'ont tous les deux regardé. Sortez de ma maison maintenant, avant que j'appelle la police et que je signale que vous avez violé l'ordonnance de protection. Pendant un instant, j'ai cru que Richard refuserait. Mais ensuite, il a attrapé le bras de Vanessa et l'a tiré vers la porte. Tu le regretteras, a-t-il dit. Peut-être, ai-je répondu. Mais pas autant que toi. Ils sont partis, la voix en colère de Vanessa s'estompant, alors qu'ils marchaient vers leur voiture. J'ai fermé la porte, l'ai verrouillée et me suis appuyée contre elle. Mon cœur battait la chamade. Mes mains tremblaient, la peur me parcourait, la peur de ce que Richard pourrait faire, jusqu'où il pourrait aller. Mais sous la peur, il y avait quelque chose de plus fort. La résolution. Ils m'avaient montré leur vrai visage, leur masque était tombé, et maintenant, je savais exactement pourquoi je me battais. Pas pour l'argent, pas même pour la justice, pour la dignité, pour la vérité. Pour chaque femme à qui on avait dit qu'elle n'était qu'une femme au foyer,
que ses contributions n'avaient pas d'importance. Je ne reculais pas. Pas maintenant, jamais. L'audience était prévue pour un mardi matin de début septembre. 6 mois après que Richard ait demandé le divorce, nous nous faisions enfin face au tribunal. J'avais à peine dormi la nuit précédente, mais j'étais prête. Patricia m'avait préparé minutieusement. Monsieur Martin avait monté un dossier en béton et j'avais autre chose. La vérité. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginée, presque intime. Richard était assis à la table de la défense avec ses avocats, 3 d'entre eux, tous en costume chair. Vanessa était assise dans la galerie, la main protectrice sur son ventre. Enceinte, bien sûr. Une autre manipulation, une autre tentative de susciter la sympathie. La juge Marie Leclerc a pris son siège, une femme pragmatique dans la cinquantaine, avec des yeux vifs qui ne manquaient rien. Commençons, dit-elle. Patricia s'est levée calme et professionnelle. Votre honneur, cette affaire, est plus qu'un simple divorce. Il s'agit de fraude systématique, de dissimulation d'actifs matrimoniaux et de tentative de vol de biens de la communauté. L'avocat principal de Richard, un homme aux cheveux argentés nommé Harrison Blake, a immédiatement objecté. Votre honneur, ce sont des accusations non fondées faites par une épouse amère cherchant à se venger. Terminerait ce qui est fondé et ce qui ne l'est pas, maître Blake. Le coupa la juge Leclerc. Maître Moreau, présentez vos preuves. Pendant l'heure suivante, Patricia et Monsieur Martin ont tout exposé la société écran, consultant Horizon les transferts de fonds matrimoniaux. Le système de rétrocommission avec le cabinet de Richard, les relevés bancaires, les emails, les états financiers, une trace écrite que Richard pensait avoir suffisamment bien cachée. Mais il n'avait pas compté sur le fait que j'avais prêté attention toutes ces années. Le visage de Richard est devenu de plus en plus rouge à mesure que les preuves s'accumulaient. Ses avocats chuchotaient frénétiquement entre eux, se démenant pour trouver des contre-arguments. Votre honneur, a dit Patricia. Nous avons également découvert que M. Bernard a sous-déclaré ses revenus pour éviter des pensions alimentaires plus élevées. Son revenu annuel réel est d'environ 370 000 euros, et non les 200 000 qu'il a déclarés. Ce n'est pas vrai, a éclaté Richard, se levant à moitié de son siège. Monsieur Bernard, a averti la juge Leclerc. Contrôlez-vous. Il ne le peut pas, ai-je dit doucement à Patricia. Il perd le contrôle. J'avais raison. Richard était en train de s'effondrer, sa façade, soigneusement construite, s'écroulant. Puis Patricia a appelé son témoin surprise. Donald Masson, le supérieur de Richard, au cabinet. Monsieur Masson, a dit Patricia, pouvez-vous parler à la cour de l'enquête interne récente de votre cabinet sur les activités de Monsieur Bernard? Masson, un homme distingué dans la soixantaine, semblait mal à l'aise. Nous avons découvert des irrégularités dans plusieurs comptes gérés par Monsieur Bernard. Les fonds des clients étaient dirigés vers des fournisseurs ayant des liens avec Consultant Horizon. Lorsque nous avons enquêté, nous avons découvert que M. Bernard possédait Horizon. Quelles mesures le cabinet a-t-il prises? M. Bernard a été licencié il y a 3 semaines. Nous travaillons actuellement avec les enquêteurs de la brigade financière pour déterminer toute l'étendue de la fraude. La salle d'audience a éclaté. Richard était debout criant. C'est un mensonge. Donald, vous ne pouvez pas.
Ils ne peuvent pas prouver. Asseyez-vous, monsieur Bernard. Le marteau de la juge Leclerc a claqué comme le tonnerre. Mais Richard était au-delà de la raison. C'est un coup monté. Marguerite a tout planifié. Elle essaie de me détruire. En exposant vos crimes, a demandé Patricia calmement. Seulement bien temps, tu sais. Ce ne sont pas des crimes. C'est juste, c'est des affaires. C'est compliqué. Elle ne comprend pas. Je comprends parfaitement, dis-je parlant pour la première fois. Ma voix était calme, mais elle portait. Je comprends que vous avez volé notre mariage, votre employeur, les clients qui vous ont fait confiance. Je comprends que vous aviez l'intention de me laisser sans rien pendant que vous commenciez une nouvelle vie avec votre petite amie enceinte. Je comprends que vous pensiez que j'étais trop stupide, trop passive, trop abattue pour me défendre. Richard m'a regardé et pour la première fois, j'ai vu une peur réelle dans ses yeux. Vous m'avez sous-estimé, continuai-je. Vous l'avez toujours fait. J'étais juste la femme au foyer, n'est-ce pas? Juste la femme qui cuisinait vos repas, élevait vos enfants et faisait en sorte que votre vie se déroule sans heurts pour que vous puissiez vous concentrer sur votre carrière. Vous pensiez que je ne faisais pas attention. Vous pensiez que je ne comptais pas Marguerite. Mais je faisais attention, Richard, chaque jour. Et je compte. Mes contributions comptent. La vie que j'ai construite compte. Et je ne vous laisserai pas la voler. Vanessa s'est levée dans la galerie, sa voix stridente. Tu es juste jalouse. Tu es une vieille femme desséchée qui ne supporte pas que Richard ait trouvé quelqu'un de mieux. Madame Dubois, a dit la juge Leclerc glacialement. Une autre interruption et vous serez accusée d'outrage à la cour. D'ailleurs, elle a regardé Patricia. Maître Moreau, avez-vous dit que Madame Dubois est enceinte? Oui, votre honneur, de 5 mois. Ce qui signifie, le ton de la juge Leclerc était vif, que la conception a eu lieu alors que M. Bernard était encore marié. Maître Blake, je suppose que vous êtes conscient que l'adultère est toujours pertinent dans la division des biens dans cet État. Le visage de Blake était cendré. Votre honneur. Et M. Masson, ces enquêteurs de la brigade financière ont-ils déjà porté des accusations? Ils s'apprêtent à le faire, votre honneur. Nous nous attendons à des mises en examen d'ici 1 mois. La juge Leclerc s'est adossée, observant le chaos devant elle. Richard s'est affalé sur sa chaise, ses avocats, en consultation frénétique. Vanessa était devenue pâle, sa main toujours sur son ventre. J'en ai assez entendu, a dit la juge Leclerc. Voici ma décision préliminaire sous réserve des documents finaux. Tous les biens matrimoniaux, y compris ceux cachés dans Consultants Horizon, seront gelés en attendant un audit jury-comptable complet. Madame Bernard conservera la possession exclusive du domicile conjugal. Monsieur Bernard paiera une prestation compensatoire temporaire de 5 000 € par mois. Je n'ai pas 5 000, a crié Richard. Alors, trouvez un travail, monsieur Bernard, un qui n'implique pas de frauder vos clients. Les yeux de la juge Leclerc étaient d'acier. Nous nous réunirons dans 30 jours pour la division finale des biens. Mais je vais vous le dire tout de suite. Monsieur Bernard, vous avez de la chance que ce soit un tribunal civil, car si même la moitié de ce que j'ai entendu aujourd'hui est exact, vous aurez bientôt affaire aux tribunaux pénaux. Elle s'est levée. L'audience est levée. L'audience finale a eu lieu 30 jours plus tard. Pendant ce temps, le monde de Richard s'était complètement effondré. La mise en examen est arrivée en premier. Fraude électronique, détournement de fonds, évasion fiscale.
7 chefs d'accusation. Le visage de Richard avait été aux informations locales. La chute en disgrâce d'un conseiller financier autrefois respecté. Son cabinet non seulement l'a licencié, mais l'a poursuivi en dommages et intérêts. Sa licence professionnelle a été révoquée. Vanessa l'a quitté 2 semaines après la première audience. J'ai appris par Juliette qu'elle avait perdu le bébé. Le stress a-t-elle prétendu bien que je soupçonne que le moment était étrangement opportun. Elle était retournée en Californie, postant déjà sur les réseaux sociaux au sujet de son ex toxique et de son échappée belle avec un criminel. Aucune mention de son rôle dans la fraude, bien sûr. Richard a essayé de me joindre plusieurs fois. Des appels désespérés, des messages vocaux décousus. Marguerite, s'il te plaît, on peut encore arranger ça. J'ai fait des erreurs, mais on peut... Je les ai supprimées sans les écouter jusqu'au bout. La salle d'audience était bondée pour l'audience finale. Le mot s'était répandu. Les gens aiment voir les puissants tomber. Richard semblait avoir vieilli de 10 ans. Son costume était froissé, ses yeux creux. Il ne pouvait plus se permettre son équipe d'avocats chers. Juste un seul avocat, commis d'office surchargé, puisque ses actifs étaient gelés. La juge Leclerc a examiné le rapport final de l'expert comptable. Monsieur Bernard, au cours de votre mariage, vous avez accumulé environ 1 200 000 d'euros d'actifs matrimoniaux. Vous avez tenté de cacher environ 800 000 de cela par divers stratagèmes. Le tribunal estime que Madame Bernard a droit à sa part entière des biens de la communauté, plus une compensation supplémentaire pour votre comportement frauduleux. Elle a levé les yeux, son expression sévère. Voici ma décision finale. Madame Bernard recevra le domicile conjugal d'une valeur de 400 000 euros, l'hypothèque devant être payée par Monsieur Bernard dans le cadre de la division des biens. Madame Bernard recevra 65% de tous les comptes de retraite, portefeuille d'investissement et actifs liquides. Cela inclut tout l'argent caché dans Consultant Horizon et les entités liées. L'avocat de Richard a essayé d'objecter, mais la juge Leclerc l'a coupé d'un regard. De plus, M. Bernard paiera une prestation compensatoire de 6 000 euros par mois pendant les 10 prochaines années, ou jusqu'à ce que Mme Bernard se remarie ou décède, selon la première de ces éventualités. Étant donné que M. Bernard fait actuellement face à des accusations criminelles et n'a aucun revenu, cette prestation s'accumulera comme une dette de jugement. Votre honneur, mon client, n'a aucun moyen de payer. Alors il aurait dû y penser avant de commettre une fraude. Chez Digit Chabi. La voix de la juge Leclerc était de glace. Monsieur Bernard sera également responsable de tous les frais de justice de Madame Bernard, qui s'élèvent actuellement à environ 85 000 euros. Richard a émis un son étranglé. De plus, a poursuivi la juge Leclerc, compte tenu de la malhonnêteté avérée de monsieur Bernard et de la gravité de son comportement frauduleux, j'ordonne qu'il lui soit interdit de manière permanente d'accéder, de contrôler ou de tenter de réclamer toute partie des actifs attribués à Madame Bernard. Toute tentative de le faire entraînera des poursuites pour outrage à la cour. Elle a regardé directement Richard. Monsieur Bernard, vous avez tenté d'utiliser le système judiciaire pour voler votre femme après 43 ans de mariage. Vous avez caché des actifs. Vous avez menti sous serment. Vous avez commis une fraude. Ce tribunal ne voit pas d'un bon œil un tel comportement. Considérez-vous chanceux de ne faire face qu'à des conséquences financières ici. Elle a frappé son marteau.
Divorce prononcé. L'audience est levée. Richard s'est resté assis immobile, fixant le vide. Son avocate était déjà en train de remballer, clairement pressée de s'échapper. Je me suis levée, j'ai lissé ma robe et j'ai marché vers la sortie. En passant devant la table de Richard, il a levé les yeux vers moi. Marguerite, a-t-il murmuré, je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai fait une pause. Pendant 43 ans, j'avais voulu entendre ces mots. Maintenant, ils ne signifiaient plus rien. Moi non, ai-je dit doucement. Parce que si tu n'avais pas fait ça, je n'aurais jamais appris à quel point je suis vraiment forte. À l'extérieur du palais de justice, Patricia attendait avec un large sourire. Félicitations, Marguerite. Vous avez complètement gagné. Juliette et Marc étaient là aussi, me prenant dans une étreinte de groupe. Maman, tu as été incroyable, a dit Marc. Je suis si fière de toi, a ajouté Juliette, les larmes aux yeux. Mais la vraie victoire est venue 2 semaines plus tard, lorsque le procès pénal a commencé. J'ai assisté à chaque jour assise dans la galerie, regardant Richard trébucher dans son témoignage, regardant ses mensonges s'effondrer. Le jury a mis moins de 4 heures pour le déclarer coupable de tous les chefs d'accusation. 5 ans de prison restitution complète à son ancien cabinet. Interdiction permanente de l'industrie des services financiers. Alors que les gendarmes emmenaient Richard menotté, il m'a regardé une dernière fois. Je n'ai pas souri, je ne me suis pas réjouie. J'ai juste croisé son regard avec une certitude calme. C'était la justice, une justice réelle, complète et sans compromis. Je m'étais battue pour elle, je l'avais méritée, je l'avais gagnée, et je ne m'étais jamais sentie aussi forte de ma vie. Ce soir-là, je suis retournée à ma maison légalement mienne maintenant, et je me suis assise dans le jardin où tout avait commencé. Les roses que j'avais coupées ce jour-là, où maître Fournier avait appelé pour la première fois, fleurissaient à nouveau vibrantes et vivantes. J'avais survécu. Plus que ça, j'avais gagné. Richard avait essayé de m'effacer et de réduire 43 ans de partenariat à rien. Au lieu de cela, il s'était effacé lui-même, et j'étais toujours debout. 6 mois après le jugement final, j'ai vendu la maison. Je sais que cela peut paraître étrange, après m'être battu si fort pour la garder. Mais la vérité est que je ne voulais plus y vivre. Trop de souvenirs, trop de fantômes. L'endroit où Richard m'avait dit qu'il voulait divorcer, où Vanessa s'était tenue dans ma cuisine, avec ce sourire suffisant. Je n'en avais plus besoin. J'ai acheté une maison plus petite à la place, un charmant cottage près du lac, avec un jardin 2 fois plus grand que mon ancien et une vue sur l'eau depuis la fenêtre de ma chambre. C'était à moi, vraiment à moi, acheté avec mon argent de l'arrangement. Personne ne pouvait me l'enlever. Juliette m'a aidé à déménager et nous avons peint les murs ensemble de bleu et de vert doux, des couleurs qui me rendaient heureuse. Marc a installé de nouvelles étagères et un coin lecture près de la fenêtre où je pouvais lire au soleil de l'après-midi. C'est parfait, maman, a dit Juliette, reculant pour admirer notre travail. Ça te ressemble. Elle avait ri, elle avait raison. L'ancienne maison avait été la nôtre, puis celle de Richard. Ce cottage était le mien seul. J'ai commencé à suivre des cours à l'université populaire. Art, histoire, écriture créative. Des choses que j'avais toujours voulu étudier, mais pour lesquelles je n'avais jamais eu le temps. J'ai rejoint un club de lecture, me suis fait de nouveaux amis qui ne savaient rien de mon passé, sauf ce que je choisissais de partager. J'ai voyagé.
D'abord une croisière en Norvège avec un groupe de l'Église, puis un voyage en Italie avec Marc, où nous avons mangé des pâtes, bu du vin et exploré des ruines antiques. J'avais passé 43 ans à faire passer tout le monde en premier. Maintenant, enfin, je me faisais passer en premier. L'argent n'était plus un souci. L'arrangement avait été substantiel et j'avais investi judicieusement, ironiquement, en utilisant tout ce que j'avais appris en observant Richard au fil des ans. Les paiements de la prestation compensatoire arrivaient comme une horloge prélevée directement sur le travail que Richard parvenait à trouver. J'ai même commencé à avoir des rendez-vous. Rien de sérieux, juste un café ici et là avec un professeur à la retraite nommé Georges qui me faisait rire et ne m'a jamais fait sentir que j'étais trop vieille pour quoi que ce soit. La vie était belle, plus que belle. Pendant ce temps, la vie de Richard était devenue un conte moral. Il a purgé 3 ans de sa peine de 5 ans libéré plus tôt pour bonne conduite. Je l'ai appris par Juliette qui avait maintenu un contact minimal avec lui. Des appels pour les fêtes, rien de plus. Quand il est sorti, Richard a emménagé dans un studio dans un quartier difficile de la ville, le genre d'endroit qu'il aurait méprisé dans son ancienne vie. Il travaillait comme comptable pour une petite entreprise de réparation de chauffage, gagnant une fraction de ce qu'il gagnait auparavant. Chaque mois, une partie de son salaire allait à moi, à son ancien cabinet au fisc. Il avait fait faillite, mais la prestation compensatoire n'était pas annulable. Il les paierait jusqu'à ses 81 ans. Juliette m'a montré une photo une fois. Richard avait l'air vieux, usé, vaincu. Ses cheveux étaient devenus complètement gris. Il avait perdu du poids, ses costumes chers, remplacés par des chemises bon marché de magasins discount. Il a demandé de tes nouvelles, a dit Juliette doucement. Il voulait savoir si tu étais heureuse. Que lui as-tu dit? La vérité, que tu t'épanouis. Je n'étais pas assez vindicative pour me réjouir de la souffrance de Richard, mais je n'en étais pas triste non plus. Il avait fait ses choix. Maintenant, il vivait avec les conséquences. La trajectoire de Vanessa était encore plus abrupte. Après avoir quitté Richard, elle avait essayé de se réinventer à nouveau. Nouveau nom, nouvelle ville, nouvelle cible. Mais son passé avait une façon de la rattraper. Un journaliste d'investigation avait écrit un article à charge sur sa manie de cibler des hommes riches. L'article est devenu viral avec des documents judiciaires, des témoignages de victimes précédentes et des photos. La veuve noire des beaux quartiers, l'appelait-il. Aux dernières nouvelles. Aux dernières nouvelles, elle travaillait dans un centre d'appel dans le Nevada. Son image soigneusement construite était brisée au-delà de toute réparation. Plus de vêtements de créateurs, plus de voitures de luxe, juste les conséquences d'une vie bâtie sur des mensonges. Parfois tard dans la nuit dans mon cottage au bord du lac, je pensais à la femme que j'étais 6 mois avant que tout cela ne commence, timide, incertaine, ayant peur de faire des vagues. Une femme qui s'était laissée diminuer, qui avait accepté des miettes et appelé cela de l'amour. Cette femme était partie. À sa place, il y avait quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui avait affronté ses pires peurs et avait gagné, quelqu'un qui avait appris qu'elle valait la peine de se battre. Mes enfants ont aussi vu le changement. Tu es différente, maman, a dit Marc lors d'une de ses visites. Plus légère en quelque sorte, plus heureuse. Je suis plus heureuse, lui ai-je dit. Pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, je suis exactement là où je veux être. Un après-midi,
Je travaillais dans mon jardin quand j'ai vu une voiture ralentir dans la rue, une voiture familière, la vieille berline de Richard. Il ne s'est pas arrêté, n'est pas sorti. A juste roulé lentement en regardant le cottage, en me regardant. Je me suis redressée, j'ai croisé son regard à travers la vitre de la voiture. Je n'ai pas fait de signe de la main, n'ai pas souri. Je suis juste restée là, truelle en main, entourée de fleurs que j'avais plantées moi-même dans une terre qui m'appartenait. Puis je suis retournée à mon jardin et j'ai continué à planter. Quand j'ai relevé la tête, il était parti. Bien. J'avais des roses à soigner et une vie à vivre. Et contrairement à Richard, j'avais encore un avenir qui valait la peine d'être attendu. Voilà mon histoire. Celle d'une femme de 68 ans qui a refusé de disparaître en silence. Qu'ai-je appris? Que la force ne ressemble pas toujours à un combat. Parfois, elle ressemble à de la patience, de la préparation, à la connaissance de sa propre valeur et au refus de se contenter de moins. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre, jamais trop tard pour recommencer, jamais trop tard pour découvrir qui l'on est vraiment. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous signé ces papiers ou vous seriez-vous battu? J'aimerais beaucoup entendre vos pensées, et si mon histoire vous a aidé, s'il vous plaît, partagez-la. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Merci d'avoir écouté le conte d'une ancienne. Puissiez-vous toujours connaître votre valeur.